Bonjour, bonsoir à tous, chers auditeurs, pour un nouveau libre journal de Jean-Michel Vernochet pour le 118e. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Michel Vernochet pour décrypter les coulisses de l'axe américano-sioniste, de l'offensive contre l'Iran au silence de l'affaire Epstein, entre mensonges médiatiques et ingénierie des changements de régime. Nous allons déconstruire la mécanique de l'Empire. Monsieur Vernochet, merci d'être avec nous pour établir les faits face à la propagande. Oui. Et j'informe aussi que je suis accompagné de mon camarade Monsieur S, qui va aussi intervenir avec nous dans l'émission. Eh bien, bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir, messieurs, Monsieur V, Monsieur S, à tous nos amis, nos camarades, à ceux qui nous suivent assidûment. Nous sommes en crise, mais une crise profonde. Elle s'annonçait, cette crise, mais on ne sait pas sur quoi elle peut déboucher. Je dirais juste un mot de démarrage. Le grand oléoduc Shehan Tbilissi, qui alimente pour 30%, je crois, ça vient d'Azerbaïdjan, de Bakou, les premiers puits de pétrole creusés dans l'histoire du monde, enfin forêt, pas creusés mais forêt, c'était à Bakou en Azerbaïdjan, et cet oléoduc a été visé. Demain matin, Israël sera peut-être privé de pétrole, mais ça ne serait peut-être qu'un juste retour des choses, puisqu'on cherche à priver les autres de leur existence. On peut peut-être commencer par refaire une sorte de chronologie de ce conflit en Iran. Pourquoi a-t-il démarré? Tout le monde pensait qu'il n'aurait pas lieu. On va parler du retournement de veste de Trump. Trump, je ne sais pas s'il a retourné sa veste, mais il a montré, ou s'il a montré une formidable duplicité, oui, sans doute, puisque apparemment l'attaque a été arrêtée le 29 décembre lors de la visite de monsieur Netanyahou à Mar-a-Lago. Je ne crois pas que monsieur, on a dit qu'il n'avait pas fêter la nouvelle année, parce que monsieur Netanyahou fête les nouvelles années avec son copain, son complice, son acolyte Trump, ce n'est pas sûr. Donc je parle de duplicité, mais là on est dans une dimension remarquable, à savoir que les négociations était avancé, très avancé, et était sur la bonne voie. Je parlais des négociations sur la recherche atomique. On était au bord d'un accord. Mais véritablement, les fameuses réserves d'uranium enrichi à 60%, les uns parlent de 400 kilos, Israël parle de 460, pourquoi pas de 5000, de 460 kilos devaient être dissous dans la nature, enfin dans la nature recyclée pour un usage civil. Tout était en ordre. Il ne faut pas oublier que c'est monsieur Trump qui en 2018, je crois, pas 19, a rompu l'accord qui avait été passé avec les 5+1, c'est-à-dire les Européens, entre autres, sur le nucléaire, et que l'Iran, il faut toujours rappeler ces choses, a souscrit, a ratifié le traité de non-prolifération et se soumettait à des visites de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui n'a jamais été le cas d'Israël, qui ne menace personne, bien entendu, qui n'est pas un État terroriste. Oser penser une chose pareille serait une ignominie. Israël n'a pas officiellement d'arsenal nucléaire et n'a jamais ratifié le traité de non-prolifération, mais on a bien compris qu'il y a un exceptionnalisme hébreu, que Israël est au-dessus des lois humaines, au-dessus des lois internationales, et même, on peut le dire, au-dessus des lois divines, mais tout dépend par ce que l'on appelle loi divine. Est-ce que l'influence de l'EPAC n'expliquerait pas justement cet interventionnisme de Trump, qui à la base avait été élu justement sur une ligne non interventionniste? Alors, merci Monsieur S, parce que c'est un point qu'il faut bien mettre. C'est une habitude chez les présidents américains de se faire élire ou réélire, c'est le cas en l'occurrence de monsieur Trump, en disant il n'y aura plus de guerre, on va se désengager. Ça a été le cas du président Wilson, qui est entré en guerre contre le Reich allemand, le second Reich allemand, en 1917. Il avait promis, il s'était fait réélire en disant jamais, jamais les États-Unis, l'Amérique n'entrera dans le conflit. Même chose pour le président Delano Franklin Roosevelt, qui s'est fait réélire
en 39 ou en 40, sur la promesse absolue, certifiée, qu'il n'y aurait pas de guerre. Donc, de là à en déduire que, si on regarde le cas de M. Trump, que c'est une très très mauvaise habitude de la part des présidents américains de mentir comme des arracheurs de dents, ou à croire que ça fait partie de la fonction. Alors bien sûr, Delano Roosevelt a eu pour excuse l'attaque de Pearl Harbor, mais personne ne dit qu'elle avait été largement provoquée, puisque le Japon avait été mis sous embargo, sous blocus énergétique, pétrolier, et que le Japon a été véritablement le dos au mur. En plus, les porte-avions avaient quitté la baie de Pearl Harbor. On sait que c'est, comme pour le 11 septembre, c'est une formidable mise en scène, montage, une très belle construction. En 1917, il y a eu le coulage, le torpillage du Lusitania, qui était un bâtiment, un paquebot qui transportait des civils à l'approche des côtes britanniques. Sauf que on a oublié de dire, c'est que le Lusitania était aussi un transport d'armes et que tout a été fait pour dégager la voie aux sous-marins allemands devant le Lusitania. L'escorte avait, là aussi, on a eu un montage, et on a toujours un montage de ce type d'ailleurs. L'entrée dans la danse au Vietnam a été précédée par une fausse, on sait que c'est une fausse attaque de bâtiments de guerre américains dans la baie d'Haiphong. Et la grande guerre non pas de Delano Roosevelt, mais de Theodore Roosevelt, la grande guerre d'Espagne contre l'Espagne, qui a permis de prendre Cuba, avait été précédée par le torpillage, là aussi plutôt c'était l'explosion d'un bâtiment de guerre américain dans la baie de la Havane. Et ça avait permis aux Américains de conquérir les Philippines, hein, je vous le signale. Grande démocratie, on nous dit que ce sont les pays nationalistes qui sont les va-t-en-guerre, mais en l'occurrence, la grande démocratie américaine, on le sait depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis plus de 2 siècles, n'a été en guerre en paix véritable, guère plus d'1 décennie. Je peux me tromper à 1 unité près, mais vous pouvez vérifier, c'est absolument... Alors, grand conflit, petit conflit, conflit périphérique, conflit ceci, conflit cela. L'Amérique est un État-nation en guerre perpétuelle et en mensonge perpétuel aussi. Et oui, justement, quand on entend les discours actuels sur l'Iran, on a une impression de déjà-vu. On se souvient des mensonges sur l'Irak avec les armes de destruction massive, sur la Libye de Kadhafi. Et finalement, c'est le mensonge médiatique qui est devenu l'arme de destruction massive préalable à toute invasion impériale. Ben, il faut faire adhérer les populations. Il faut bien noter qu'à propos de l'Iran, ça marche et ça peut marcher. Hier, M. Netanyahou était quand même largement soupçonné de pratiques génocidaires à l'encontre de la population gazaoui. Il apparaissait comme un personnage quand même peu fréquentable, epsteinien pour tout dire. Et là aujourd'hui, il attaque l'Iran et c'est presque un héros parce que on ne parle même pas de la pression médiatique, mais on parle du conditionnement de l'opinion. Demandez, je pense qu'il y a très peu de Français qui vous diront que ce n'est pas que l'Iran n'était pas une dictature effroyable, les femmes étaient torturées, arrêtées, alors qu'on voit, j'ai vu encore une photo aujourd'hui, on voit une jeune femme qui brandit le portrait d'Ali Khamenei, à côté d'une autre qui, elle, porte un voile islamique, mais elle est en cheveux. Elle est en cheveux, elle est tête nue. On nous raconte n'importe quoi. Je croyais que c'était 40%, je crois que c'est 60% des étudiants formés dans les universités, mais de haut niveau, médecins, ingénieurs, sont des femmes. Alors, on voit pas très bien comment, si c'était une dictature qui enferme, torture, emprisonne les femmes, comment elles pourraient être les cadres novateurs et même dirigeants de la nation iranienne. Ça ne tient pas debout. De même qu'on nous dit, je fais un parallèle, on nous dit en permanence que l'ogre, non,
pas l'ogre, l'ours russe va dévorer l'Europe, qu'on est menacé à tout bout de champ, qu'on doit être sur la défensive, réarmer, modifier nos politiques de défense, avoir une économie de guerre, et en même temps, on nous dit qu'ils n'ont pas été capables de conquérir la totalité du Donbass en 4 ans. Mais apparemment, les contradictions sont tellement énormes, sont tellement au visage que personne ne les voit. On ne sait plus vraiment pour quel motif finalement a lieu cette guerre. Alors oui, on nous parle en fait maintenant. Hier, on nous parlait de l'arme nucléaire, attention à l'arme nucléaire. Maintenant, on nous parle de changement de régime, de place des femmes, mais c'est l'occasion de rappeler certaines vérités sur les alors, il le faut, parce que M. Trump a encore nous a encore dit dans son dernier discours, c'est-à-dire il y a 2 jours, que l'Iran était au bord, ils étaient à 25 minutes, presque 25 minutes d'obtenir une arme nucléaire. En oubliant de dire que vous avez peut-être une tête nucléaire, mais il faut encore la militariser. C'est pas utilisable de façon telle quelle. Et donc ça demande des mois, voire également des années. Tout ça est d'une absurdité folle. Ça fait 40 ans et plus que depuis 1979 que l'on accuse l'Iran de préparer un programme nucléaire offensif. Je rappelle, mais c'est déjà antérieur, ça remonte à l'imam Khomeini, mais qu'en 2003, l'ayatollah Khamenei, qui est un imam, mais l'imam c'est la dénomination aussi sunnite, imam signifie conducteur de la prière, que l'ayatollah Khamenei, qui est un docteur de la foi, avait pris une fatwa, un oukaz si vous préférez, interdisant fondamentalement pour des raisons morales, religieuses, spirituelles, mystiques même, la fabrication, la détention, la commercialisation, l'entreposage de toute arme nucléaire. C'est pourquoi d'ailleurs l'Iran a fait preuve d'une compétence technicienne remarquable en développant des missiles hypervéloces. À ma connaissance, cela s'est développé de façon autonome, peut-être avec des contacts, des coopérations avec les Russes, mais de façon autonome. Là où les Américains et les Israéliens n'en ont jamais été capables. Ils sont capables de mentir, ils sont capables de manipuler, ils sont capables d'assassiner. Je crois que l'un des grands symboles, et je m'arrête ici, l'un des grands symboles de la culture américaine, qui transparaît, qui apparaît dans le cinéma hollywoodien, le héros moderne, hier c'était le cow-boy qui est un garçon vaché, qui garde des vaches et qui a le colt facile. Maintenant, le grand héros, si on regarde toute la filmographie de ces dernières décennies, c'est le tueur à gages. L'impression que c'est lui le super-héros, sans peur et sans reproche. C'est quand même une très très curieuse mentalité de tueurs, de gens qui n'ont au fond qui ne croient ni à Dieu ni à diable et qui sont d'une certaine façon et même d'une façon absolue sans foi ni loi. En parlant d'Ali Khamenei, comment expliquez-vous qu'il ait été tué en plein jour avec son haut commandement malgré l'appui de satellites espions chinois ? Bien, on ne qualifiera pas le guide suprême de naïveté. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les négociations étaient extrêmement avancées. Il y avait l'attaque israélienne, ce sont les Israéliens qui ont attaqué, c'est pourquoi il faudrait parler plutôt de guerre israélo-américaine et non pas américano-israélienne. C'est la queue qui remue le chien, hein. Wag the dog. Et bien, il devait y avoir un cycle, plutôt une reprise des négociations le lendemain, le dimanche, donc le 1er mars, et au cours de la semaine suivante, de nouveau, je crois, des rencontres directes ou indirectes, non pas à Oman, mais à Genève même. Donc on peut dire que le guide suprême et son équipe y ont cru, sans parler de naïveté. C'est comme ça que les Israéliens ont pu tuer Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, qui lui n'a pas été convoqué, il n'y avait pas de négociation, mais il y a eu une fausse réunion. On s'est débrouillé pour les faire se réunir, pour diffuser ce pourquoi d'ailleurs, incident, entre parenthèses, je pense qu'il y a quand même des trahisons à haut niveau.
Alors on nous a baladé avec des histoires extraordinaires de la superpuissance du Mossad qui aurait pisté les gardes du corps. Je ne sais pas s'ils avaient des montres connectées, je ne crois pas quand même. Ils sont pas si bêtes que ça. Pendant des mois et des mois sur leur déplacement, ce qui permettait d'avoir un maillage précis, une idée précise, que même les voitures avec les plaques d'immatriculation avaient été filmées par des caméras espions. Ça se remarque quand même, une caméra espion placée dans les feux rouges à Téhéran, et donc on savait tout. Eh bien, je vais vous dire que la vérité est plus simple. Non seulement on était dans un cycle de négociation qui était censé aboutir, donc là il y a quand même une traîtrise ignominieuse. L'Amérique se conduit en État terroriste. Je parle pas d'Israël. Oui, État terroriste. On n'abat pas de même qu'on n'enlève pas. Moi, je n'ai pas une passion pour Monsieur Maduro, mais on va pas enlever les chefs d'État à domicile. Il y a d'autres procédures. Mais encore là, ça s'est passé. On a tué seulement les gardes du corps cubain de Monsieur Maduro, une cinquantaine, paraît-il. Mais oui, il y a eu quand même de la casse. Hein. C'est une opération. Alors tout le monde a applaudi le ciselé de l'opération de Caracas, de l'opération de Caracas, mais celle de Téhéran est bien plus spectaculaire encore, puisque le but recherché, c'était vraiment la décapitation, et ils l'ont obtenu. Ceci étant dit, il faut bien dire une chose, c'est que le guide religieux, qu'on nous disait se planquer comme un vieux rat au fin fond d'un bunker sous une montagne, n'a jamais quitté son bureau. Jamais. C'est ça qu'il faut dire. Il disait, non pas qu'il se soit senti invincible, mais il se plaçait entre les mains de Dieu, et il disait, mon peuple est à découvert, enfin mon peuple. Le peuple de Dieu, c'est pas son peuple, hein. Le peuple de Dieu, le peuple iranien est à découvert, donc je dois l'être aussi. Ça partait, c'est pas du tout, on s'est posé la question de savoir s'il s'était volontairement sacrifié. Il n'aurait pas sacrifié tous ses hauts cadres. Maintenant, donc je ne sais pas si mon explication est convaincante, mais elle est réelle. Il était à son bureau parce qu'il y allait tous les jours. Et que les réunions, on était dans le cadre où justement la situation, ils ont été trompés par des gens qui leur ont fait croire que la situation allait se débloquer. Trumpé. Et qu'Israël a trouvé qu'il y avait, alors sans doute y avait-il aussi des éclaireurs au sens fort du terme. Vous savez, maintenant il y a un gars qui est au sol avec un rayon laser et qui va guider les avions pour les tirs de bombes. Et là il y a un informateur qui a téléphoné ou par communication satellite, Starlink, qui a informé, oui, ils sont là, ils sont réunis, puisqu'on peut penser que si le bombardement est intervenu à 9h du matin, heure locale, les avions ont dû décoller 1h30 ou 2h avant, hein. Au moins 1h30, et devaient tourner peut-être au-dessus de la mer Caspienne, que sais-je, prêt à balancer, pardonnez-moi cette vulgarité, à balancer la purée. Donc une opération très très réussie, mais à mes yeux, du point de vue je ne sais pas si on peut parler de droit international, mais particulièrement ignominieuse. Le droit international est une fiction, mais c'était une fiction utile, en ce sens qu'elle permettait un ordre international et de régler un peu, on peut même utiliser un mot anglais, réguler les rapports de force. Là, tout est remis en question, tout a volé en éclats. Et je terminerai en disant que, quand même, apparemment, les Israélo-Américains, emportés par leur chuspa ou leur hubris,
hybris en français moderne, leur hybris, c'est-à-dire leur démesure intellectuelle, ont cru qu'une super frappe de décapitation qui a été effectuée permettrait de remettre tout d'un coup que la rue allait se soulever, que tout d'un coup les choses allaient changer. Non, tout avait été prévu. Il y a différents échelons, 1, 2, 3 échelons de remplacement. Même chose pour le Hamas, même chose pour le Hezbollah. Le Hamas, je le rappelle, est sunnite, il n'est pas chiite. Ce sont des nuances qui ne sont plus que des nuances, qui sont extrêmement importantes et qui échappent complètement à nos journalistes et à nos politiciens. Est-ce qu'au travers donc des attaques sur le Venezuela, vous aviez parlé de Maduro, vous aviez parlé aussi de l'embargo sur le Japon, vous avez fait un petit retour historique. Est-ce qu'au travers de cette attaque, cette énième attaque sur l'Iran, est-ce que ce n'est pas la Chine au travers Bien sûr, du pétrole et du gaz qui est attaquée? La Chine est visée économiquement pris à la gorge. J'avais une expression que l'Iran était le verrou ultime à faire sauter pour Israël, pour contrôler et dominer la région, pour avoir une position hégémonique sur la région, et pour les États-Unis, l'Iran, c'est à la fois bloquer les routes de la soie, empêcher la progression vers l'ouest, la projection on va pas dire projection de puissance, mais l'expansion économique, pas non plus conquérante, mais l'expansion économique réelle de la puissance chinoise vers l'ouest, et surtout contrôler le robinet de pétrole. Qui contrôle le robinet? On n'a pas besoin d'avoir les puits, mais il faut contrôler. C'est à la fois, alors que l'Amérique est en faillite, c'est essayer, contribuer à sauvegarder les pétrodollars, qui sont le moteur actuel de l'économie. Il n'y a pour l'instant pas de devise de remplacement pour les échanges énergétiques. Qui sont le cœur même, ou le sang plutôt le sang de l'économie planétaire. Donc dans l'encerclement de la Chine, le verrou iranien doit impérativement sauter. Je rappelle que j'ai écrit un livre qui a été réédité chez Deterna et qui s'appelle « Comprendre la destruction de l'Iran ». Et j'expliquais déjà, le livre avait été en partie écrit il y a une grosse dizaine d'années, qu'il fallait que le boa mondialiste devait digérer les rangs et pour le réassimiler, le réintégrer dans le marché unique mondial. Puisqu'on parlait du Japon et de rappel historique, j'achèverai cette réponse en disant que l'amiral Perry, vers 1850, avait pratiqué ce qu'on a appelé historiquement la politique de la canonnière, c'est-à-dire qu'il était remonté depuis la mer vers Edo, qui est le futur Tokyo, et avec des cuirassés. Enfin, ce n'est pas des cuirassés, c'est des croiseurs noirs, tout à fait extraordinaires. Mais il avait tiré à blanc. Et à l'époque, le Japon, qui sortait du féodalisme, ou qui allait en sortir avec l'ère Meiji, était à la fois décontenancé et a ouvert ses frontières qui étaient fermées depuis plus de 2 siècles. Sauf que la politique de la canonnière, on aurait pu penser que c'était ce que pratiquait Monsieur Trump en ayant amassé cette armada gigantesque aux abords de l'Iran, voulait pratiquer, qu'il y avait une démonstration de force qui était en grande partie du bluff. Non, malheureusement, Monsieur Trump s'est précipité dans le piège, si je puis dire. Après ça, nous pourrons parler un petit peu de l'avenir de l'Iran, mais avant ça, parlons justement de ce fameux régime iranien. Et est-ce que on peut faire, pour nos éditeurs, un petit rappel pour éviter la confusion entre l'ayatollah Khomeini et l'ayatollah Khamenei, et expliquer comment a débuté ce régime en 79 et quelles sont la trajectoire des deux. Alors, l'ayatollah Khomeini, qui a fondé qui est le fondateur, l'initiateur de la révolution islamique d'Iran, a été hébergé ici à Naples-le-Château par monsieur
par Monsieur Giscard d'Estaing, qui lui a aimablement prêté un avion. Il avait, l'ayatollah Khomeini avait trouvé un mode de communication révolutionnaire. Il enregistrait des cassettes. À l'époque, il y avait des transistors et on mettait des cassettes dedans. Et il envoyait ses discours qui ont inondé l'Iran et se diffusaient parce que une cassette peut faire beaucoup de petites cassettes. Bon, en 79, il est rentré. Madame Carter téléphonant à la Shah Banu, l'épouse du Shah Incha, du roi des rois, lui disant vous en faites pas, Jimmy s'occupe de tout. Jimmy s'occupe de tout. C'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Shah d'Iran n'a pas fait tirer sur les manifestants et s'est exilé. Il est mort très peu de temps après d'un cancer méchant. Il y a un aspect de l'histoire que personne n'évoque et que les Iraniens détesteraient évoquer parce que on peut dire qu'ils avaient une certaine haine à l'égard du Shah. C'est que en fait le Shah d'Iran voulait revenir un peu à une politique à la Mossadegh, qui était un premier ministre qui a été démis par un coup d'État monté par les Anglais, entre autres, surtout les Anglais, et qui a fini par être exécuté après un jugement habituel dans ces cas-là. Et c'est revenir il songeait sérieusement à renationaliser le pétrole iranien. Ça, c'était en fait le crime des crimes à l'égard le Shah avait servi, et donc le Shah a été sacrifié. Et la révolution Khomeini a pu se développer, s'installer, croître, prospérer. Ça s'est pas fait forcément facilement. Il y avait, alors on ne peut pas entrer dans le détail de l'idéologie, de la doctrine, mais il y avait un côté révolutionnaire, un peu tiers-mondiste, pensant que l'islam, d'ailleurs on avait un penseur qui venait des Antilles, Jules Monroe, qui dans les années 50 avait eu cette jolie formule en disant que l'islam serait le communisme du XXIe siècle. Je vous laisse méditer et peut-être retrouver Jules Monroe, que j'ai lu autrefois, mais je trouve difficile à lire aujourd'hui pour d'autres. Mon esprit s'est réorganisé autrement. Et l'islam, communisme du XXIe siècle, et donc cette pensée révolutionnaire qui est axée sur à la fois l'islam chiite, qui est un islam sacrificiel, dimension que les Américains veulent ignorer, vraiment sacrificiel. On atteint l'acmé l'acmé ontologique. En termes clairs, je dirais qu'on s'accomplit pleinement et totalement et absolument dans le sacrifice. Cette religion a un côté christique, indéniablement, et ça a pour mémoire profonde le sacrifice du petit-fils du prophète, Hossein à la bataille de Kerbela. Mais sacrifice en tant que... Pardon ? Sacrifice en termes de martyr. Oui, en termes de martyr. Pas aztèque, hein. Pardon ? Pas aztèque, rassurez-nous. Non, mais sacrifice en termes de martyr, c'est la passion du Christ. Voilà. Je pourrais en parler longuement, mais c'est pas le lieu ici. Et donc cette religion qui s'est greffée aussi sur le schisme est arrivé assez tardivement, s'est implanté comme religion d'État assez tardivement vers le XVIIe, XVIIIe siècle, et sur un fond zoroastrien. En français, Nietzsche a écrit un livre, Ainsi parlait Zarathustra. Zarathustra, c'est Zoroastre, mais qui considérait le livre des Zoroastriens est considéré dans l'islam classique comme une religion révélée au même titre que le christianisme. Personne ne le sait. J'avais écrit un livre sur l'islam révolutionnaire et des gens bien avisés avaient rayé ça parce qu'ils étaient eux-mêmes ignorants. De même qu'on est ignorant du fait que le Shah pensait précisément à renationaliser le pétrole iranien. Mais il y a des petits points de détail dans l'histoire qui sont aussi des pivots qui permettent de comprendre. Alors, que dire d'autre sur le chiisme ?
Le chiisme est donc une religion d'État, mais c'est 20% de la population qui est véritablement croyante. Dans les rues de Téhéran, je crois aujourd'hui plus qu'hier encore, on voit des femmes qui sont pas forcément d'ailleurs incroyantes, mais qui sont sans le fichu islamique, j'appelle ça un fichu parce que c'est le terme français, sans le petit hijab, et qui sont donc en cheveux, et d'autres qui sont au contraire. L'Iran est une société extrêmement moderne et composite, extrêmement. Beaucoup de sociétés musulmanes, moi je ne suis pas allé en Indonésie ni en Malaisie, mais sont des pays qui peuvent être très très modernes mais nous on est enfermés, on regarde TF1 et Antenne 2, CNews et LCI, et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes les esclaves enchaînés au fond de la caverne platonicienne, et on ne voit du monde réel que des reflets déformés projetés sur le fond de notre univers cavernicole. Oui, car si on écoute nos médias de grand chemin, on a cette image de l'Iran où on lapide des femmes tous les jours. Et il faudrait réhabiliter, en dire un petit peu plus sur la société iranienne pour faire contrepoids avec ce qu'on entend dans les médias. Oui, justement, donc beaucoup de femmes diplômées. Énormément. Chez nous, oui, ici, on a toutes des manifestations qui nous vendent, qui justifient cette guerre au nom du droit des femmes, du changement de régime. Et ça prouve leur ignorance. J'entendais une émission particulièrement intéressante et bien ficelée dimanche dernier sur France Culture, dirigée par, je crois, par un Frédéric Martin, mais qui, pour une fois, faisait un travail de journaliste tout à fait honorable. Ça mérite d'être salué, et qui interrogeait un archéologue qui travaille tous les ans en Iran, qui a traversé toute la planète d'ailleurs, qui s'est marié à une Iranienne et qui parlait très intelligemment de la société moderne, avec une médecine que nous pourrions leur envier, des chirurgiens hors pair, une société au fond une société de liberté, mais pas plus relative, cette liberté, que nous qui sommes écrasés les Américains, Vance et même Trump l'a dit, on a parlé à la fois de taxation, d'imposition et de vexation administrative, bureaucratique. Nous sommes, les Français sont asphyxiés. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous sommes libres, c'est la démocratie, nous sommes libres, et les autres, c'est toujours l'enfer. Alors, Monsieur Trump, encore une fois, c'est la fiole. Je reviens à la question de tout à l'heure, un tout petit peu rapidement en arrière. La fiole de Monsieur Colin Powell, la fiole de sucre qui était censée contenir des armes de l'anthrax de destruction massive, qu'il avait brandi devant le Conseil de sécurité. Et ben là, c'est le spectre de la bombe qui va nous péter à la gueule. Mais je vous dis, ça fait 40 ans qu'on répète ce mensonge. 40 ans. Et c'est toujours la même chose. Qui faisait remarquer qu'on pouvait prendre les unes des journaux, et je l'ai fait effectivement dans certains cas, d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on trouvait les mêmes argumentaires, le même développé, le même récit que l'on a aujourd'hui. Vous parlez du supposé nucléaire iranien. On ne parle pas du nucléaire israélien, parce que pourtant il possède, en plus de la centrale de Dimona, des armes nucléaires, à potentiel nucléaire. Est-ce que ce serait un potentiel chantage sur Trump? Alors, la question est excellente, parce que je pense, personnellement, c'est une hypothèse que j'émets, je n'ai aucun élément à l'appui de cette hypothèse. Je pense que Monsieur Netanyahou et ses séides ont tordu le bras de Trump et ont exercé un chantage, mais qui n'était pas un chantage sexuel relatif à l'affaire Epstein, puisque dès 2015, Monsieur Trump avait dénoncé aux autorités judiciaires et à la police
de Californie avait dénoncé les agissements et les pratiques extraordinaire de Monsieur Epstein. Non, je pense que le chantage était très simple. Nous utiliserons l'option Samson, mais de façon préventive. C'est-à-dire, si vous n'y allez pas, nous irons tout seuls, mais nous n'aurons pas d'autre solution d'utiliser une arme nucléaire. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas détruire? Ils l'ont envisagé. Ça a été envisagé à plusieurs reprises contre Téhéran, contre la ville de Téhéran elle-même. J'ai vu toutes ces dernières années passer dans la revue Elsevier. Il y avait un éminent professeur de l'université de Jérusalem. Qui est sans doute mort aujourd'hui, mais qui avait théorisé les attaques nucléaires aussi bien donc dès les années 2000, aussi bien sur Rome, sur l'Europe occidentale, au cas où on ne se serait pas plié à leur desiderata. Ça ne leur ferait pas peur pour autant. Ces gens que, si on fait une allusion à M. Epstein, certains d'entre eux, je ne dis pas tous, mais M. Epstein était persuadé d'être génétiquement supérieur au reste des humains ordinaires, ce qu'il appelle lui-même les goïms. Et Maïmonide, qui était un commentateur du Zohar, Maïmonide parlait de la vile semence de bétail. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux bien qu'on me poursuive pour dire des choses évidentes, mais il ne faut pas reculer devant l'exigence d'un minimum de rappel de faits objectifs et authentiques. Alors, pour rester encore un petit peu en Iran, on nous vend aujourd'hui le retour du Shah. On demande aux gens dans la rue, ils vous disent oui, il faut le retour du Shah, etc., etc. Alors, qui est-il exactement et qu'est-ce que cela impliquerait pour l'Iran aujourd'hui et quel serait son rôle et son intérêt pour les États-Unis ou l'Israël? Alors, curieusement, ces derniers jours, on reparle du Shah, qui est un sexagénaire, plutôt empâté, un peu façon Hollande d'ailleurs, alors que M. Trump avait une moue dédaigneuse. Apparemment, ils n'ont pas grand monde dans leur sacoche comme remplaçant, mais j'en suis resté sur l'idée que peut-être les jeunes générations, on les voit brandir des drapeaux de la monarchie persane, mais les gens d'âge mûr, plus encore les gens de ma génération, vomissaient le Shah. Pour une bonne raison, entre autres, puisqu'il faut comprendre que l'Iran est un pays composite, azéri au nord, kurde à l'ouest, baloutche à l'est, lourd au centre, arabe au sud, le fameux Khouzistan. Tous ne sont pas d'ailleurs chiites, mais je crois que les Azéris ne le sont pas ou ne le sont qu'en partie. Et le Shah détruisait leur culture. Il voulait les empêcher de parler leur langue. Exactement ce que M. Zelensky a fait avec les Russes. Je dis bien russes et pas russophones, les Russes du Donbass, ce qui a été l'une des causes aussi, pas seulement l'architecture de sécurité de l'Europe, mais également cette question proprement locale, régionale du Donbass. On voulait les empêcher de parler russe. Bon, c'est ce que voulait faire le Shah. Le Shah n'a quand même pas laissé un très très bon souvenir. Je ne le crois pas. Et donc, je rappelle que c'est le 118e journal, libre journal, ce soir, dirigé par Monsieur V et par Monsieur S. Monsieur S est venu à la rescousse de Monsieur V. Et nous sommes le 5 mars. C'est bien, le 5 mars, oui. Le mars, c'est le mois de la guerre. À ce propos, la guerre a été déclenchée le 28, c'est-à-dire le Shabbat, le jour du Shabbat,
qui précède Pourim. Et Pourim, faut le rappeler, c'est dans l'histoire, dans le récit légendaire d'Israël, le jour où qu'il fête, tout le monde, toute la communauté israélite était en joie et en fête, le massacre de 75 000 Persans au temps héroïque de la construction d'Israël. C'est d'ailleurs dans la Bible, le mot de juif, du peuple juif, apparaît pour la première fois à l'occasion de Pourim. Parce qu'il faut pas croire, on nous dit ils ont 4000 ans, 5000 ans, c'est 8000 ans, bon. S'ils ont 500 ans, 2500 ans d'existence, c'est déjà, historiquement, c'est déjà pas mal. La Bible a certainement été écrite, vous le savez comme moi, lors de la captivité à Babylone, donc 5 siècles, grosso modo 5 siècles avant Jésus-Christ. Le chat, apparemment, s'ils font remonter le chat à la surface, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de cartes à jouer. De toute façon, Israël avait annoncé que la guerre durerait 4 jours. Maintenant, c'est plus. Et donc, j'ai l'impression que il y a eu un certain nombre de mauvais calculs qui ont été effectués. On n'a pas pensé que les Iraniens, alors on nous dit, sont en train d'épuiser, 300 lanceurs de missiles ont été détruits. Enfin bon, ça continue à pleuvoir et comme je vous l'ai dit, l'oléoduc Shehan Tbilissi a été visé. Je ne dis pas qu'il a été détruit, mais ce qui prouve que on pourrait parler d'ailleurs de Chypre, toutes les forces américano, je sais pas quoi, anglo, franco, se réunissent à Chypre. Mais en nous faisant croire M. Macron est un hyper-menteur, lui aussi. Il faudrait reprendre le discours de M. Macron. Chypre, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'Union européenne. Les bases anglaises, britanniques, sont en extraterritorialité. C'est-à-dire c'est le territoire britannique qui a été visé, et c'est pas le territoire de l'Union européenne. Mais M. Macron, qui est un menteur pathologique aussi, sans doute un peu comme M. Trump, nous laisse croire que l'Iran a déjà visé l'Union européenne. Et donc, M. Macron adore nous dire ça, nous sommes en guerre. Implicitement, au moins implicitement. On pourrait parler du récent bombardement de la Turquie. Enfin, apparemment, un missile a été... Oui, il y a un drone. Un drone ou un missile, oui, enfin, il faut dire que la Turquie a une des plus grandes bases américaines de la région, qui est Incirlik, qui est une base aérienne. Les Turcs avaient fermé cette base, d'ailleurs, lors de la guerre, la première guerre du Golfe ou la seconde. Ma mémoire me trahit, mais avait empêché les avions de décoller d'Incirlik. Il faut savoir qu'Incirlik est aussi un dépôt d'armes nucléaires pour les Américains. Alors peut-être les ont-ils retirés entre-temps, mais on sait qu'il y a des armes nucléaires américaines. Contrairement au traité de non-prolifération, on en a en Italie, on en a en Belgique, on en a en Hollande et on en a en Allemagne. Comme quoi, vous voyez, quand on parle de règles à l'international, tout ça est extrêmement volatile et c'est un peu comme une pellicule de moisissure sur une réalité. On est revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire la brutalité pure, le mensonge et la brutalité. En parallèle de cette guerre États-Unis, Israël et Iran, on pourrait parler donc de l'affaire Epstein. Vous avez rapidement abordé le sujet tout à l'heure. Donc il y a des arrestations qui sont en cours dans certains pays scandinaves, si je ne dis pas de bêtises, en Norvège, certains dirigeants norvégiens et anglais. En France, on a Jack Lang qui se balade toujours en liberté. On sait où il est à Herzliya. Herzliya, c'est d'ailleurs dans la banlieue de Tel Aviv. Il est parti tout de suite. Il a démissionné, il a pris l'avion. Alors, donc il est hors d'atteinte. Je me permets de vous contredire parce que j'ai des gens proches qui me sont proches qui l'ont croisé. Mais vous avez raison. Qui l'ont croisé récemment sur Paris. Donc je peux vous dire. Il est peut-être revenu. Il a peut-être été ouvrir la maison, l'aérer là-bas. On sait que ils ont tous des maisons superbes. C'est leur point de chute. Mais ils sont peut-être revenus parce qu'il y a des missiles qui sillonnent
Voilà, s'il y a le ciel et que c'est pas forcément extrêmement confortable. Je souligne le fait, en un mot, qu'il est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Pour les uns, l'Iran est en train de s'effondrer. Pour les autres, Israël souffre, pâtit, même si on sait que l'Iran ne peut pas gagner la guerre, mais elle peut la rendre insupportable en coût matériel et en coût financier insupportable à ceux qui l'ont déclenché. Monsieur V. Abordons l'affaire Epstein, alors qui est une affaire qui révèle des crimes atroces, du trafic d'êtres humains, de la pédocriminalité de réseau, mais on constate quand même une certaine tiédeur dans l'indignation populaire et médiatique, et comment peut-on l'expliquer ? Parce que, pour une bonne et simple raison, c'est que l'opinion n'existe pas, ce sont les médias, l'opinion. C'est eux qui nous disent ce sur quoi... Alors bien sûr, ça fuse de la cocotte minute, il y a des jets de vapeur qui sortent, mais quand même le couvercle est bien vissé, et on nous dit ce qui doit nous indigner. En permanence, on nous propose des leurres, des trucs. Madame Pénicaud qui va voir... le roi Charles, enfin des trucs pour amuser la galerie, et plus les faits sont importants et moins ils sont évoqués dans les grands médias. Vous remarquerez, puisque on parle des médias, il y a eu ces bombardements d'une ou deux écoles avec un bilan de 165 fillettes au total qui auraient été écrasées par des bombes israéliennes, pas américaines. Personne n'en a quasiment parlé. Il y a 3 avions qui ont été abattus, 3 avions américains, 3 avions de combat au-dessus du Koweït, et on nous a dit que c'était une erreur malheureuse de la part de la défense antiaérienne koweïtienne. Information de prix, c'est impossible, parce qu'il y a des codes qui sont transmis avant les tirs et qui permettent d'identifier amis ou ennemis. Donc on peut penser que c'est l'aviation iranienne qui a abattu ces appareils, mais une aviation iranienne avec des Sukhoi 25 ou je ne sais quoi, qui ne peuvent pas être pilotés par des Iraniens et qui sont donc pilotés par des Russes. Donc on nous dit que la Russie se tient à l'écart, elle le déclare d'ailleurs, elle a bien raison, et la Chine aussi, mais ils sont déjà partie prenante, en sous-main, ils sont partie prenante dans l'affaire. Alors pourquoi l'opinion est-elle tiède ? Parce que tout est fait pour qu'elle soit tiède. Monsieur Macron, toujours lui, l'incontournable Monsieur Macron, nous a expliqué que c'était une affaire purement américaine. Alors que Monsieur Epstein avait son QG, son quartier général, au 22 avenue Foch, et qu'il y résidait 5 ou 6 mois par an, et qu'il dirigeait ses antennes, aussi bien d'ailleurs vers les pays de l'Est et la Russie, vers le Proche-Orient et les pays, les Émirats du Golfe, parce que ces gens-là sont quand même parfois un peu chauds de tempérament. Ils ont le gène d'Abraham, au sens propre du terme, et donc ils sont sensibles quand on leur produit, quand on a un pourvoyeur en chair fraîche, c'est un moyen, et puis ensuite on est accroché. Une fois qu'on est hameçonné, bien sûr on va continuer comme tous les marchands de drogue, le sexe est de la drogue comme une forme de drogue comme une autre, on va vous fournir, mais vous êtes filmé, puis on vous engage encore un peu plus loin, jusque dans les cercles maudits, infernaux, où il y aurait, paraît-il, où se seraient pratiqués des sacrifices humains et du cannibalisme. Le proche Alexandre Douguine, qui est quand même relativement proche de M. Poutine, qui est l'un des penseurs, parle ouvertement de cannibalisme. Donc il n'est pas le seul, mais intellectuellement c'est une référence. S'il en parle, c'est quand même de l'information qui n'est pas purement volatile, circule sur les réseaux. Donc chez nous, vous remarquerez que
le ministre homosexuel anglais, le ministre des Affaires étrangères, a été arrêté, mais il a été relâché, le prince Andrew aussi. Et c'était pas d'ailleurs pour des délits sexuels, c'est parce que ces gens ont monnayé aussi, faisaient le commerce d'une autre drogue qui s'appelle l'information confidentielle, les secrets d'État. C'est également la princesse héritière de Norvège. Il y a quand même un certain nombre de membres de l'élite européenne qui sont directement impliqués. En France, on a eu un diplomate, mais de second rang, qui avait été pris un peu la main dans le sac à New York, et qui, lorsqu'il est rentré en France, a poursuivi allègrement sa carrière au Quai d'Orsay. Vous avez bien entendu, hein. Je dis le Quai d'Orsay. La banquise. Et quelles seront les conséquences de cette affaire Epstein? Est-ce qu'il y aura des destitutions en masse? Est-ce qu'à un moment donné, les Français vont sortir de l'enfance et arrêter de regarder, disons, leur vedette, leur star, encore avec des yeux pleins d'étoiles? Ils les regarderont avec un autre œil. Oui, on est loin des joueurs de rugby français qui font monter des filles dans leur chambre d'hôtel, et après le lendemain matin, les filles hurlent au viol. C'est cas de figure classique. Mais là, on est dans le dur, hein. On découvre en fait que l'État mondial est un État véritablement mafieux, où le crime s'est interpénétré aux affaires d'État, que les États fonctionnent avec le Underworld, le monde d'en dessous, le monde des ténèbres, que d'ailleurs on sait très bien, je n'ai pas les chiffres en tête, mais que l'argent de l'économie, illicite, illégale, criminelle, alimente l'économie réelle. Elle se réinvestit notamment dans l'immobilier, Monsieur Trump et tous ses amis. Il y a un cycle de blanchiment d'argent, de production illicite par la drogue, le commerce des armes, le trafic des êtres humains, des œuvres d'art également. Epstein était dans les œuvres d'art, hein. C'est avec un coquinet à Monsieur Lang. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on peut parler d'état profond, mais cet état profond, on a cru à un moment donné que M. Trump s'y était attaqué. Alors maintenant, on commence à avoir des doutes tout à fait sérieux, puisque cet état profond, c'est lui qui lui a comme forcé la main quand même. M. Trump voulait faire du commerce, hein. Il voulait faire du commerce avec l'Iran, il voulait ouvrir ce que l'amiral Perry avait fait au Japon au milieu du 19e siècle. Il voulait ouvrir, fracturer les portes de l'Iran et lui faire entrer ce super État de plein pied dans le processus d'unification du marché, avec un M majuscule, du marché mondial. Donc pour l'instant, je termine en disant que l'affaire Epstein, je ne sais pas si elle va mourir, si le conflit va durer au Proche-Orient et sur le plateau iranien, ou s'étendre, et donc va éteindre l'affaire Epstein. Mais l'affaire Epstein, pour l'instant, le département de la justice à Washington n'a révélé que 2% des documents. 2%. C'est 3,5 millions, mais c'est rien. 2%. Et dans ces 2%, on a Dieudonné qui a été cité. Oui. Lors des échanges avec Nadine de Rothschild. Et dans ces 2%, on sait très bien que le visage des victimes apparaît souvent, le nom des victimes, mais pas le visage de certains perpétrateurs. Voilà, donc tout est fait aussi, les documents sont caviardés, ils sont expurgés. Pour l'instant, on a vu que l'extrême pointe émergée de l'iceberg, hein. Mais il en va de notre salut, parce que si l'État profond ne connaît pas un coup d'arrêt, il continuera à faire la guerre, comme la guerre en Iran. C'est l'État profond, c'est l'État epsteinien qui actuellement fait la guerre contre la République islamique d'Iran. Il y a aussi une autre dimension dans l'affaire Epstein qui rejoint aussi le conflit israélo-iranien, c'est que l'affaire Epstein est aussi une affaire profondément
juive ou disons qui implique énormément le lobby juif. Est-ce que l'opinion peut à un moment donné être sensible à ça et se retourner, disons, contre Israël ou contre le judaïsme? Je vous ai dit, le couvercle est extraordinairement bien vissé sur la marmite, même s'il y a un petit jet de vapeur qui fuse ici et là. Vous remarquerez que les liens très étroits entre Epstein et Ehud Barak sont passés quasiment sous silence. Et lorsqu'on dit que Epstein était un agent du Mossad, on nous dit que c'est lui qui manipulait Barak et pas le contraire. Ehud Barak, qui avait été patron du Shin Bet, service de renseignement intérieur, puis ministre de la Défense, puis Premier ministre d'Israël. C'est lui qui était manipulé par Epstein. À la télévision, on nous fait croire aussi qu'Epstein, au fond, c'est un petit escroc. Pour Macron, c'est une affaire américaine. Pour Alain Boer, ancien grand maître du Grand Orient de France, homme d'une intelligence supérieure, il nous dit c'est Stavisky et comment s'appelle ce grand escroc américain, celui qui avait escroqué 40 milliards. Madoff, oui, c'est Stavisky plus Madoff. Stavisky avait été suicidé, lui aussi, c'était dans les années 30. Il y a eu Martano, etc. Vous pouvez retrouver sous le visage de Romy Schneider, la banquière. Martano était laide comme un pou, elle ressemblait à un pou. Mais Romy Schneider était beaucoup plus affriolante. Elle aussi, elle s'est suicidée, mais pour d'autres raisons. Voilà, donc les grands scandales qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Les grands scandales financiers, nous sommes en plein. Alors, si l'État profond dérape, effectivement, il a la solution de la guerre, et on nous y prépare. Eh bien, moi j'avais une question pour conclure. L'alternative multipolaire, les BRICS, est-elle un espoir réel ou une autre forme de contrôle en gestation? Alors, les BRICS sont-ils un espoir réel? Je vais dire non. Non, pour l'instant. On peut remarquer que l'initiative pour la paix de M. Trump, il faut un ticket d'entrée à 1 milliard, a déjà attiré à lui un certain nombre d'États des BRICS. M. Modi, Premier ministre, pourtant racialo-suprématiste, hindouiste, racialiste je ne sais pas, mais en tout cas hindouiste, suprématiste hindouiste, est allé à la Knesset, alors qu'en fait le mysticisme juif vomit en priorité le catholicisme, en second l'hindouisme et en trois l'islam, puisque ce sont des religions concurrentes. Ce sont des architectures spirituelles et transcendantales qui sont en concurrence directe avec la monolatrie judéenne. Et donc les BRICS, M. Trump a des instruments de séduction. Maintenant, si M. Trump se plante magistralement, comme c'est possible, en Iran, il sera, après les mi-termes, il sera destitué. Et donc, ça rebattra les cartes. Je crois que actuellement, c'est peut-être le grand espoir le meilleur grand espoir que nous puissions concevoir, que M. Trump soit allé trop loin, se soit lui-même laissé piéger par cette guerre qui était inutile et qui maintenant s'avère d'ailleurs difficile et loin d'être gagnée. Je pense que à la fois il y a ceux qui ne veulent pas savoir, et puis il y a ceux qui ne veulent pas savoir, c'est ceux qui ne lisent pas les rapports de la CIA, parce que il y a des gens extrêmement cultivés, intelligents, érudits, parlant le farsi. Il y a déjà une cinquantaine d'années de cela, l'Iran était couvert de jeunes gens du Peace Corps, qui étaient des sortes le corps de la paix, qui étaient des sortes de coopérants, comme pour les Français qui parlaient le persan et qui vivaient dans les campagnes iraniennes. Donc, il n'y a pas que des imbéciles en Amérique, c'est loin. Mais dans l'entourage de M. Trump, il y a des gens qui sont des fiefs menteurs, qui ne veulent pas, qui poursuivent des buts
des Bulgares notamment, et qui ne veulent pas que M. Trump ait les bonnes informations. Et puis eux-mêmes, beaucoup d'entre eux aussi sont fondamentalement ignorants, comme chez nous. L'ignorance saute aux yeux à chaque pas, à chaque seconde. Il y a un gars qui est particulièrement emblématique, c'est Monsieur Darius Rochebin, qui est un judéo-iranien, je pense, aussi empêtré dans des affaires sexuelles en Suisse. D'après ce que l'on dit, maintenant, je lui présente par anticipation mes excuses si j'ai relayé des rumeurs malveillantes, mais en tout cas, il ne fait pas preuve d'une extrême compétence fine dans la maîtrise du dossier, des dossiers. Il est très bon dans la tchatche, dans l'animation, dans le verbe, l'oralité verbale, verbalisante, mais pour le reste non. Voilà, nous en France, on est à ces gens-là. Je vous dis, il est très difficile. C'est pas le brouillard de la guerre, il est très difficile de savoir exactement où nous en sommes, puisque on n'a pas les bonnes sources d'information, et si on les a même pas toujours après. Oui, alors c'est vrai que Trump se dirige tout droit vers une destitution. On a vu aussi beaucoup de ses soutiens lui tourner le dos à raison. Mais est-ce que un candidat démocrate comme un Biden ou un Kamala Harris aurait fait différemment? Non. Non, je pense pas. Non, ils auraient même fait sans doute pire. Ils auraient moins intermoyé, ils n'auraient pas attendu un an. Madame Clinton, qui candidatait à la succession de Monsieur Biden, voulait la guerre tout de suite, la guerre contre l'Iran. C'est une constance structurelle. C'était une promesse de campagne. Oui, c'est système. Mais là, c'est des promesses de campagne qui auraient été tenues sans doute, tandis que Monsieur Trump avait promis le contraire. Eh écoutez, messieurs, merci à vous, merci à toutes et à tous, haut les cœurs, et puis Dieu nous garde aussi, on en a bien besoin, parce qu'il faudrait aussi remettre de l'ordre, balayer devant notre porte et remettre de l'ordre. Alors il y a quand même une chose incompréhensible dans ce pays, c'est où sont les oppositions, où est l'opposition? Madame Le Pen, qui est éjectée, qui va être éjectée du circuit présidentiel, de toute façon ferait à peine mieux que les Attal, les Philippe et autres. Tout ça, au fond, c'est la même clique, c'est le même cloaque. C'est triste pour nous, mais c'est comme ça. Il faudrait qu'il y ait quand même un mouvement de fond qui se manifeste dans ce pays. Et nous sommes là pour ça. Nous essayons. Essayons de réallumer la flamme, de la maintenir en tout cas. Eh bien, merci Jean-Michel Vernochet pour cet éclairage. Merci à tous, à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à mon camarade Monsieur S. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à faire des dons, à acheter des livres sur contre-culture, surtout les livres de Monsieur Vernochet. Et aussi, nous avons une pensée pour notre président, Alain Soral, qui est actuellement obligé de s'exiler en Russie.